Unité 7, EMC, séance 2, les libertés fondamentales. Donc, c'est ces libertés qui sont essentielles à chaque individu et assurées à chacun dans un état de droit. Alors, quel texte à étudier reconnaît en premier les libertés fondamentales en France? Il s'agit bien évidemment de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Ces libertés peuvent être individuelles pour une personne ou collective. Pourquoi parle-t-on d'une longue conquête des libertés? Donc, une petite chronologie qui débute en 1789, la DDHC. 1848, c'est une nouvelle révolution avec la Deuxième République, le droit de vote pour les hommes et l'abolition définitive de l'esclavage. Sous l'Empire, sous Napoléon III, le droit de grève en 64. En 1881, Troisième République, liberté de la presse et de réunion. En 84, la liberté syndicale. En 1901, la liberté d'association, importante pour vos clubs de tennis. 1935, liberté de manifester. 1944, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, libération de la France. Et enfin, le droit de vote pour les femmes. Et 2013, le mariage pour tous, sous la Cinquième République, présidence de Hollande. Pourquoi parle-t-on d'une longue conquête des libertés? Parce qu'elles n'ont pas été acquises en un seul jour, et aujourd'hui encore, l'acquisition de nouvelles libertés se poursuit. Tout en sachant que nous vivons dans un monde aussi de plus en plus liberticide, avec les contrôles par Internet et tout ça. C'est à la fois paradoxal. Les libertés individuelles et envers des libertés collectives. Donc, tout ce qui va être à la personne, c'est individuel. Le droit de vote est collectif, pour le droit de vote aussi pour les femmes. Voilà, puisque c'est un ensemble, toute une catégorie qui peut voter. La liberté manifestée, de s'associer, le syndicat, de réunion, le droit de grève, c'est forcément collectif. La liberté de presse est individuelle, puisqu'elle est liée à la liberté d'opinion et la liberté d'expression. La liberté d'opinion et d'expression. Elle a été affirmée solennellement dès la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Signifie que toute personne est libre de penser comme elle entend, d'affirmer des opinions contraires à celles de la majorité, les exprimer. Elle précise d'ailleurs que cette liberté d'opinion, c'est en liberté religieuse, chacun est en libre d'adopter la religion de son choix ou de n'en adopter aucune. Cette affirmation solennelle n'a pas empêché des atteintes à cette liberté. Exemple sous la Restauration, c'est entre 1815 et 1830, avec les rois Louis XVIII et Charles X, qui sont les frères de Louis XVI. Voilà. Et la restauration de la monarchie ou le régime de Vichy, c'est-à-dire la France entre 1940 et 1944, à moitié occupée puis totalement occupée par les Allemands, avec un gouvernement dirigé par le maréchal Philippe Pétain, qui a ouvertement collaboré avec l'occupant allemand et nazi. La complémentarité de la liberté d'opinion avec d'autres libertés. Afin d'être effective, réelle, la liberté d'opinion doit s'accompagner du respect d'autres libertés. Celle d'expression, qui permet d'exprimer librement ses idées par tous les moyens qu'on juge appropriés, livres, films, impliquant la liberté de la presse, la liberté de la communication audiovisuelle et la liberté d'expression sur le réseau Internet. La liberté d'association, affirmée solennellement en France par la loi du 1er juillet 1901, elle permet aux personnes partageant les mêmes opinions de s'associer au sein d'une même organisation, un parti politique par exemple.
La liberté de réunion, permettant à plusieurs personnes de se réunir pour partager des idées ou soutenir une cause. De manifestation, autorise les personnes soutenant une cause ou une opinion à l'exprimer dans la rue. Cette liberté s'accompagne nécessairement de limites afin de protéger l'ordre public. Ouais. Vu tous les dégâts qu'il y a eu récemment dans les manifestations, les limites elles ont été souvent franchies. Alors, qu'est-ce que la liberté d'opinion? C'est tout simplement la liberté fondamentale que possède chaque individu de penser comme il le souhaite, et le droit d'avoir des opinions contraires à celles de la majorité. La liberté d'opinion s'étend à la liberté religieuse qui consiste à pratiquer une religion de son choix ou n'en pratiquer aucune. En France, la liberté d'opinion est affirmée depuis 1789. À quel moment elle a eu des atteintes sur les lignes de réponse? Donc c'est la Restauration et le régime de Vichy, les deux gros moments de recul. C'est la période de Vichy, donc c'est ce que vous allez travailler l'année prochaine, pardon. C'est le régime mis en place, l'État français, ça s'appelait officiellement, mis en place entre la défaite contre les Allemands au printemps 1940, le vote des pleins pouvoirs au maréchal Pétain par les députés, qui avait été élu en 1936, ce qu'on va appeler le Front populaire, jusqu'à la libération du pays en 1944 par les Alliés, et la résistance intérieure. Alors, les quatre libertés qui sont associées, vous le voyez, c'est la liberté d'expression, d'association, de réunion et de manifestation. Voilà. Si une de ces quatre n'est pas respectée, il n'y a pas non plus de liberté d'opinion, exercée de plein droit. Alors, certaines libertés, alors le fait de pouvoir exprimer ses idées, c'est la liberté d'expression, et le fait de pouvoir avoir les idées que l'on souhaite, c'est la liberté d'opinion, qui sont parfois en fait un peu confondues. Article 431-1, fait d'entraver d'une manière concertée et à l'aide de menaces l'exercice de la liberté d'expression, du travail d'association, de réunion, de manifestation est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Le fait d'entraver d'une manière concertée et à l'aide de coups, violences, voies de fait, destruction ou dégradation au sein du présent code, l'exercice d'une liberté visant à l'alinéa précédent est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Code pénal. Alors, affirme la liberté d'opinion et la liberté d'expression, c'est la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Protège concrètement notre liberté d'expression, c'est le Code pénal. Alors, vrai ou faux? L'entrave à la liberté d'expression est vrai. Empêcher quelqu'un de s'exprimer peut conduire en prison, vrai. Payer une amende de 45 000 € pour entrave sans violence à la liberté d'expression, c'est faux. C'est 15 000. Et on peut être puni d'1 à 3 ans de prison pour entrave, c'est vrai. La liberté d'expression est une liberté sans limite. La liberté de l'un s'arrête à celle de l'autre, où l'autre des autres commence. Les mythiques règles limitent dans la liberté d'expression. Ainsi, chacun a droit au respect de sa vie privée et au respect de la présomption d'innocence. Code civil.
La loi de 1881 interdit de diffamer ou d'injurier une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion, de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap, mais aussi de publier de fausses nouvelles. Le code pénal impose aussi des restrictions pour protéger les mineurs de certains contenus, pour interdire d'entraver l'exercice de la justice en essayant d'influencer les juges ou les témoins. De même, il est interdit de diffuser des renseignements permettant l'identification d'une victime d'une agression sexuelle. Alors, la liberté d'expression est le droit de tout dire. C'est bien sûr faux. Il n'y a pas de limite à la liberté d'expression, c'est faux. Quand la limite de la liberté d'expression est franchie, la loi peut punir, vrai. Et punir l'éloge du meurtre, de la haine, de la discrimination, vrai. On peut publier de fausses informations, c'est faux. Ne sont pas punies les injures, bien évidemment, c'est faux. Alors, la liberté d'opinion doit s'accompagner pour exprimer librement ses idées dans certaines limites, c'est la liberté d'expression. Pour s'associer dans un parti politique, par exemple, liberté de réunion. Pour se réunir et partager ses idées, c'est la liberté d'association, liberté de réunion. Et pour s'exprimer dans la rue, liberté de manifestation. La liberté de religion. Déclaration universelle des droits de l'homme, article 18. Toute personne a le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Et Convention européenne des droits de l'homme de 1950, article 9, toute personne a droit à la liberté. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. Alors, quels autres textes fondamentaux reconnaissent aujourd'hui la liberté de religion? Ce sont la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Convention européenne des droits de l'homme de 1950. Et voilà. En quoi consiste la liberté de religion? Alors, accomplir des pratiques liées à sa religion, changer de religion, manifester sa religion et pouvoir être athée, ne pas en avoir. La liberté de conscience est le droit laissé à chacun d'adopter ses valeurs et ses principes et d'agir en fonction de ces derniers. La liberté de conscience est parfois confondue avec la liberté de religion. Quel principe, affirmé par l'article 1 de la Constitution, garantit la liberté de religion? Alors cet article 1 dit: là, c'est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances, son organisation est décentralisée. Donc, ce qui garantit la liberté de religion, c'est la laïcité. Alors, à compléter, en France, la liberté religieuse est reconnue par la Constitution de 1958. On peut donc pratiquer la religion de son choix en toute liberté, mais aussi être athée, c'est-à-dire croire en aucun Dieu.
L'État est neutre en matière de religion. Il respecte toutes les croyances sans en privilégier aucune. C'est le principe de laïcité. Liberté de manifester, liberté syndicale et droit de grève. Dans la liberté syndicale. Un syndicat est une association de personnes dont l'objectif est la défense d'intérêts professionnels communs. Les syndicats ou associations professionnelles regroupent des personnes exerçant la même profession, des métiers similitaires ou connexes, et ils ont pour objet exclusif l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, collectifs et individuels des personnes visées par leur statut. Ils ont la capacité d'ester, c'est-à-dire aller en justice, afin d'assurer la liberté de ses intérêts. La liberté syndicale a été reconnue en France par la loi dite Waldeck-Rousseau de 1884. Le droit d'adhérer à un syndicat et de défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale a ensuite été réaffirmé dans le préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution de 1958. Ouais, à peu près. Qu'est-ce que la liberté syndicale? C'est le droit de s'associer pour la défense d'intérêts professionnels communs. Quand a été reconnue pour la première fois cette liberté? En 1884, c'est la loi Waldeck-Rousseau. De quel droit est reconnu par la loi du 25 mars 1864? Souligne la réponse dans le texte. En 1864, sous le Second Empire, c'est le droit de grève. La loi votée le 25 mai 1864 modifie les articles 414-416 du Code pénal visant la grève. La répression n'est désormais prévue que dans le cas de violence, de menace ou d'atteinte à la liberté de travail. La grève cesse donc d'être considérée comme un délit. Depuis la Révolution et la loi Le Chapelier de 1791 qui interdisait la coalition, l'association et la grève, elle avait été sévèrement réprimée. Sous le Second Empire, un mouvement ouvrier dirigé par des ouvriers se forme. Napoléon III en suit avec intérêt l'évolution dans le but de rallier au régime les masses populaires et décide d'accorder aux ouvriers une partie des libertés qu'ils réclament. Tout d'abord, le droit de grève. Donc cette loi reconnaît le droit de grève. Avant, cette loi, c'était considéré comme un délit et comme un acte à réprimer. À quoi consiste la grève? À arrêter de travailler temporairement. Quel est le but de faire grève? Obtenir de meilleures conditions de travail et obtenir la reconnaissance de nouveaux droits. Et on ne va pas s'appesantir là-dessus parce que dans certaines entreprises, c'est une tradition la grève. Tout citoyen a-t-il le droit de manifester? Dans la Constitution, l'article 10 de la DDHC précise que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public, établi par la loi. Or, la DDHC est inscrite au préambule de la Constitution de la Ve République. Dans le droit européen, le droit européen reconnaît aussi le droit de manifester avec la Convention européenne des droits de l'homme, CEDH, et des libertés fondamentales dont est signataire la France. Son article 9 précise ainsi la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'aucune restriction que celle qui, prévue par la loi, constitue des mesures nécessaires dans une société démocratique à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, à la santé ou de la morale publique ou à la protection des droits d'auteur d'autrui. Donc la liberté de manifester est inscrite directement
dans la Constitution, est garantie par la Convention européenne des droits de l'homme et ne doit pas nuire aux libertés d'autrui. Quelles sont les seules limites au droit de manifester dans l'Union européenne? Le respect de la sécurité publique, de l'ordre public et la protection des libertés d'autrui. Ah, la CGT, le cancer général du travail. Les syndicats qui manifestent quand les libertés entrent en conflit. Quelle liberté ces personnes exercent-elles? Alors, il y a plusieurs. C'est la liberté syndicale, pour adhérer à un syndicat, de manifester. Et ensuite, lié à cela, la liberté d'opinion et de conscience. Quand des personnes manifestent, c'est le but, elles gênent la liberté de circulation ou parfois la liberté de travail pour certains qui ne peuvent pas y aller. Voilà. Si elle n'embête personne, une grève n'a aucun écho. Le port de Marseille est bloqué. Les esprits s'échauffent. Suite à un mouvement de grève entamé par la compagnie La Méridionale ce vendredi 21 juin, les bateaux, le Caliste et le Piana, qui devaient rallier respectivement Bastia et Popliano, restent bloqués au port de Marseille, tout comme 2 bateaux de la compagnie Corsica Linea. À 16 heures, les portes n'ont pas ouvert et or il est question que les bateaux de Corsica Linea puissent partir. Les bouchons se sont accumulés, la circulation s'est trouvée fortement perturbée. La police est arrivée sur place pour tenter de gérer cette situation chaotique. Vers 17 heures, des passagers ont cassé le cadenas qui bloquait le portail, rapporte Estelle, une personne présente dans les bouchons. Une cinquantaine de voitures ont pu s'avancer. Quels droits exercent les salariés de la compagnie La Méridionale? Ils exercent leur droit de grève. Quelle est leur action? Les portes de la compagnie donc restent fermées et les bateaux en grève sont bloqués au port. Quelles sont les conséquences du mouvement de grève? Donc les vacanciers ne peuvent pas partir, la circulation est perturbée et les passagers exaspérés ont commis des dégradations. Les limites du droit de grève. Les grévistes doivent respecter le travail des non-grévistes. Le blocage de l'accès à un site, l'occupation des locaux afin d'empêcher le travail des non-grévistes sont des actes abusifs. Il en va de même de la dégradation des locaux ou des matériels. De telles actions sont illégales et peuvent être sanctionnées pénalement, tout comme les actes de violence à l'encontre de la direction ou du personnel de l'entreprise. Les syndicats et les grévistes sont responsables des abus commis pendant une grève. Ouais. Quand les grévistes bloquent leur lieu de travail, ils empêchent les non-grévistes de travailler, ils sont dans leurs droits et ils sont aussi dans l'illégalité. Donc, dans leurs droits, ils le prennent, rassurez-vous. Il y a des menaces parfois. Et si on le critique, c'est qu'on est contre les syndicats. C'est toujours très sensible. Avec quelle autre liberté l'exercice du droit de grève et la liberté de manifestation peuvent-ils entrer en conflit? Grève et manifestation, ça limite votre liberté de circulation, votre liberté de travail et ensuite la liberté des entreprises d'exercer leur activité. Donc, qu'est-ce que la liberté en conflit? Des personnes qui manifestent ou exercent leur droit de grève peuvent entraîner des libertés d'autres personnes
comme la liberté d'aller et venir ou encore le droit de travailler. On dit dans ce cas que les libertés entrent en conflit. Oui, quand on est face à des conflits dans les transports, de toute manière, si on critique qu'ils soient en grève, c'est qu'on veut limiter le droit de grève, patin couffin. Leur, leur possibilité de nuisance est tellement forte, ils peuvent tout bloquer, qu'on leur passe beaucoup de choses malheureusement. Et essayer d'avoir un service minimum, c'est bien sûr aller contre le droit de grève, qui est dans la Constitution dont il est absolu. Il n'explique jamais que, normalement, le droit de grève, ce qui est écrit dans la Constitution, c'est qu'il doit être aménagé par la loi. Donc on peut faire des lois qui aménagent le droit de grève, sans le remettre en cause. Les libertés fondamentales, après avoir été sujets du roi, les Français deviennent en 1789 des citoyens qui acquièrent progressivement les droits et libertés fondamentales comme le droit de vote, la liberté d'expression, d'opinion, de faire grève, d'appartenir à un syndicat, qui peuvent s'exercer seuls ou en groupe. On parle de libertés individuelles ou collectives. Les lois protègent les libertés fondamentales tout en leur donnant des limites, car, d'après l'article 4 de la Déclaration des droits du citoyen, la liberté consiste à pouvoir faire tout ce que ne nuit pas à autrui. Il arrive parfois que des libertés ne soient pas compatibles entre elles, comme la liberté de manifester, qui peut entraver la liberté de circulation. On dit alors que les libertés rentrent en conflit. Merci de votre écoute.